Et bonjour Alexis Corbière, merci d'être avec nous. On va effectivement parler un petit peu industrie pour commencer cet entretien. Emmanuel Macron dans le magazine Challenge ce matin qui veut accélérer la réindustrialisation de la France, lever les freins pour ouvrir de nouvelles usines. Est-ce que vous pourriez, à défaut évidemment d'être d'accord sur le reste, on ne vous demande pas de dire qu'Emmanuel Macron est fantastique, on part un petit peu de loin j'imagine, mais est-ce que vous pourriez au moins être d'accord avec lui sur l'objectif qu'il faut réindustrialiser la France pour aller vers le plein emploi ? Évidemment qu'il faut réindustrialiser la France. Il faut mettre fin à la spirale de désindustrialisation qui a eu lieu depuis les années 2000, qui a été au plus bas en 2008. Là, doucement, il y a un mouvement général qu'on retrouve en Europe de réindustrialisation. Et la France n'est pas le meilleur pays, même si je me félicite qu'il y ait des embauches en France et qu'il y ait une production plutôt qu'une espèce de grande délocalisation comme on voyait avant, où nous avons fermé des centres industriels et nous pensions que nous allions être uniquement un pays tertiaire. Mais ça, c'est M. Macron et les gouvernements auxquels il a participé, les gens aujourd'hui qui participent à des gouvernements avec lui qui l'ont fait. Je vais revenir sur l'interview de Challenge que vous évoquez, qui est assez amusante. Parce qu'on a l'impression que c'est un président qui pratique, vous savez, il y avait un petit pharmacien de Nancy, il s'appelait Émile Coué, la méthode Coué. Il vend son bilan en matière d'emploi. D'autosatisfaction totalement. Et quel est l'objectif ? Il est politique de changer la conversation. On parle quasiment plus des retraites, alors qu'on est encore dans un mouvement des retraites. Et il nous vante les mérites de son action politique. On réindustrialise le pays. Léger frémissement, à l'image de ce qui se passe en Europe où nous, on n'est pas les meilleurs. C'est pas dû à Emmanuel Macron. Il nous explique même qu'il y a une augmentation sans précédent du pouvoir d'achat des Français. Ceux qui nous écoutent ce matin, et d'ailleurs je les salue, je pense pas qu'un Français aujourd'hui considère qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat. La baisse des charges, des cotisations, ça redonne un peu de souffle comme ça à l'emploi. Alors, la baisse des cotisations, ça fait moins de rentrées publiques dans les caisses de l'État et ça amène notamment à ce que notre système de retraite, vous savez, celui qu'Emmanuel Macron, il vous impose de travailler 2 ans de plus. Vous avez l'air en pleine forme et peut-être que vous le souhaitez, mais il y a beaucoup de métiers pour lesquels c'est difficile. Je vous taquine évidemment, mais c'est dû à des baisses de cotisations. Comme ça fait séduisant, baisse de cotisations, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est concerné ? Des grands groupes qui font des profits ? Faut en plus qu'on leur baisse des cotisations pour qu'ils versent encore plus de dividendes à leurs actionnaires. On a des chiffres records, plus 15,5%. Là encore cette année, c'est du jamais vu. Pourquoi faut-il que les gens, il y a des gens modestes, toutes les associations, banques alimentaires ou autres associations qui interviennent pour les plus démunis nous disent que le nombre de Français qui sollicitent ce type d'organisme est de plus en plus important. On voit qu'il y a une inflation qui continue. Alors, on voit qu'il y a des Français, c'est une étude d'une chaîne qui est concurrente, je ne vais pas la citer, mais 43% des Français qui suppriment certains repas ou n'achètent plus certains produits alimentaires. Notamment plus de viande, plus de poisson. Voilà, on a une explosion des profits pour les groupes aussi de la grande alimentation. L'inflation, elle est due aussi. Il y a une boucle prix-profit. On avait dit n'importe quoi, mais on en est la guerre. Non, aujourd'hui, il y a des grands groupes qui se goinfrent, qui refont leurs marges financières. Notamment les distributeurs. Ah oui, il y a un problème. Et justement, la question maintenant, c'est les salaires, Alexis Corbière. Comment on augmente effectivement les salaires dans notre pays ? Pour l'instant, le gouvernement dit on incite les entreprises qu'ils peuvent à effectivement augmenter les rémunérations. Ça, c'est la grande question sociale désormais, les salaires. Oui, alors l'incitation, vous savez, moi j'avais fait une proposition de loi qui était pour l'augmentation du SMIC. Ils étaient tous contre, même le Rassemblement national. Hein, il est aligné sur l'inflation, le SMIC. Oui, mais on peut l'augmenter plus. Aligner, ça c'est mécanique, ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron. Mais on voit bien qu'on est dans un moment où on peut même, moi j'étais pour le porter à 1 700 € net, plus de 2 000 brut. Le problème, c'est tous les salaires juste au-dessus du SMIC. Oui, mais on peut... Oui, mais ça a un effet mécanique. Vous savez, dans les entreprises où on doit après rediscuter, vous pouvez convoquer une conférence salariale et prendre la main. Plutôt que les propos de M. Le Maire, qui a une parole très doucereuse, il incite, soit... Enfin, je vous pourrais prendre l'exemple, je veux pas être... Moi, j'avais fait un autre rapport et un travail sur les frais bancaires qui frappent les Français. Monsieur Le Maire, la même personne m'avait dit, Monsieur Corbière, vous avez totalement raison, les frais bancaires augmentent, c'est scandaleux, les banques jouent pas le jeu, je les incite à baisser les frais bancaires. Ils n'ont pas baissé. Donc il faut quoi ? Il faut faire une grande conférence sociale avec les syndicats. La loi peut intervenir, c'est pas scandaleux quand on est républicain. La loi, elle est là, elle exige, elle impose du moins certaines choses. Pourquoi, je le répète, on passerait pas à un SMIC, salaire minimum, ça veut dire 1 700 € dans les grands centres urbains de France. Avec 1 700 €, c'est vraiment la base, hein, le loyer, une fois qu'on l'a payé, qu'on a des enfants, etc. Et l'inflation, dois-je le rappeler, est très significative. Donc je reviens à l'interview de M. Macron, qui, je le répète d'abord, est très arrogante sur le débat sur les retraites. Je ne sais pas si vous allez m'interroger là-dessus, d'accord ? Et puis en gros, dit tout va bien, hein ? Et puis après, c'est toute une série de paroles, on incite, etc. Mais pendant ce temps, les profits augmentent, la pauvreté également, et les Français sont en difficulté. Justement, un mot des retraites. L'Assemblée nationale va avoir à se prononcer de nouveau à une proposition de loi du groupe Lyot, le groupe centriste, le 8 juin prochain. Ça changerait quoi si ce texte est adopté à l'Assemblée nationale ? On sait que le Sénat ne suivra pas, a priori.
Alors premièrement, nos amis de l'IOT accueillent une proposition de loi que nous soutenons tous, y compris au niveau de la NUPES. Ça n'enlève rien au mérite du groupe LIOT, mais c'est aussi quelque chose dans lequel on est nombreux à se retrouver. On peut gagner. Ça veut dire que les Français m'écoutent bien. Nous sommes le 11 mai. Oui. On peut avoir le 8 juin, enfin, l'Assemblée nationale qui se prononcerait sur un texte qui empêcherait, si je puis dire, de passer à 64 ans et reviendrait déjà à 62 ans. Donc c'est quelque chose d'important. Ça montrerait qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale sur nos propositions et ça ne ferait que souligner le caractère autoritaire de la méthode de Mme Borne et, disons-le, de M. Macron, parce que dans cette histoire, on a une crise démocratique qui s'est exprimée de manière forte. Et même si le Sénat dit non, pour vous, c'est un signe important. Mais ce serait, comment dirais-je, un coup de tonnerre démocratique et politique que de dire, regardez, les députés, il y a une majorité qui n'est pas favorable à ça et qui propose autre chose. Je crois que ce serait important. Le Sénat, éventuellement, on verra ce qu'il fait. Puis après, ça revient à l'Assemblée nationale. Vous connaissez le système de la navette. Et on peut l'avoir, on peut gagner. Pourquoi je dis qu'on peut gagner ? Parce que certains collègues LR, je ne sais pas si on me suit, c'est-à-dire le groupe de droite. C'est eux qui vont avoir... Voilà, mais ils considéraient que c'était des avancées. Je n'avais pas le même jugement par le travail qui a été fait au Sénat. Et le Conseil constitutionnel a supprimé nombre de choses qu'ils avaient obtenues. Donc le texte actuel n'est même pas celui que défendait M. Retailleau ou la droite. Donc logiquement, quand on est LR, quand on est France Insoumise, c'est logique d'être contre. Mais même sur le texte actuel, n'est pas celui qu'ils pensaient avoir obtenu. Donc, et puis 73% des Français sont contre. Bon sang, est-ce qu'on a le droit dans ce pays Donc il y aura un vote à l'Assemblée nationale sur lequel vous comptez. Manifestation le 6 juin, soyons nombreux, parce que c'est aussi la température sociale qui permettra que le 8 juin, on puisse avoir une majorité, défaire ce texte et dire une fois de plus à M. Macron, cessez d'être autoritaire, vous n'avez pas le droit de violenter le pays, vous n'avez pas de majorité là-dessus. Vous vous opposez effectivement à cette réforme. Emmanuel Macron, on le comprend bien. Mais sur la forme quand même, est-ce que parfois, quand vous entendez les propos notamment de Christophe Prudhomme, votre collègue, qui dit effectivement ce slogan qu'on a entendu dans les manifs, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Est-ce que vous ne dites pas que ça va un peu trop loin quand même ? Moi, je trouve que ça va trop loin quand vous avez une majorité de députés et qu'une première ministre montre et dit à la tribune de l'Assemblée nationale, elle dit vous ne pouvez pas voter. Ça, c'est choquant, ça, c'est autoritaire. Alors, dans une manif, vous savez, c'est carnaval, hein, il y a des choses qui sont dites. Puis, dans ce pays, on aime bien la Révolution française, les bonnets phrygiens. Pas tous les Français, ça choque beaucoup de Français d'entendre ce genre de propos. Ce qui choque, c'est quoi ? C'est de rappeler qu'on est un grand pays révolutionnaire. Vous savez, les Français choqués, c'est ceux qui disent, mais bon sang, j'ai élu des députés, ils sont 577, ils représentent le peuple, ils peuvent même pas se prononcer sur la réforme des retraites. Ne jouons pas sur les mots, M. Marteau. Ce qui est choquant, c'est la brutalité d'Emmanuel Macron, c'est sa violence antidémocratique. C'est pas un slogan créé dans une manif. Dans les manifestations, on dit des choses, mais personne n'est violent. C'est juste des mots de manif, quoi. Pardon ? Bien entendu, monsieur le Président, vous savez, il est médecin, c'est le monsieur qui cabosse, qui répare les gens qui sont au service des urgences. C'est un héros du quotidien, hein, c'est quelqu'un qui a risqué sa vie lors du Covid. Donc on ferait mieux de l'applaudir et de dire merci, monsieur Prudhomme, et tous les médecins de ce pays, tous les soignants, et de comprendre pourquoi cet homme va manifester, parce qu'il sait les conséquences terribles sur le corps des Français de l'allongement de la durée de travail. Donc lui, il a raison, et le violent et le brutal, je le répète, c'est M. Macron et nos institutions. Il faut passer en 6e République. Non mais ça, c'est le sujet du jour. Hein. La retraite et la question démocratique et un autre régime plus démocratique. 2 minutes pour parler du lycée professionnel. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous étiez un ancien professeur en lycée professionnel. Il y a une réforme qui est présentée qui notamment vise à financer plus les lycées pro à hauteur de 1 milliard d'euros. Non. Et une rémunération des stages entre 50 et 100 euros par semaine. Non, vous contestez Non, déjà, il n'y a pas tout cet argent qui ira à l'enseignement professionnel. Ce que ça vise surtout, c'est rallonger. Oui, ce que ça dit, mais c'est pas ça. Ce que ça vise surtout, c'est rallonger la durée de stage en entreprise pour les lycéens. C'est-à-dire moins de cours. Vous savez, ce dont ont besoin, y compris les patrons, c'est de salariés qui ont une formation initiale de haute qualité, avec une formation générale qui permet aux salariés, d'ailleurs, dans sa vie, de pouvoir éventuellement s'adapter. C'est ça qui vous Là, il y a un recul. Oui, moi, mes enfants, je veux pas qu'ils aient de moins en moins d'enseignements sur le français, les mathématiques et qu'ils soient de plus en plus en entreprise. 22 ans, prof de lycée professionnel, c'est mon métier. Vous savez, les patrons, nos jeunes, en entreprise, souvent, il n'y a pas de tuteur pour vraiment les former. Ça, c'est une vision très libérale et de la bonne bourgeoisie qui dit que les enfants de pauvres, il faut qu'ils apprennent pas nécessairement le français et les maths, mais qu'ils aillent en entreprise, ils apprendront. Non. Et c'est de se dire qu'ils ont besoin effectivement d'être insérés sur le monde du travail. Alors c'est ça aussi, du lycée professionnel. Pardon, je vais vous manquer de respect. Quand on dit ça, c'est qu'on n'y connaît rien. Aujourd'hui, le lycée pro, toutes les branches, un diplôme, un bac pro, un CAP, un BEP est défini dans des commissions paritaires avec les branches patronales. Ouais. Donc c'est au plus près du terrain. Quand on dit qu'il faut rapprocher l'enseignement professionnel de l'entreprise, c'est d'ores et déjà le cas. C'est ça qui me sidère aujourd'hui. Donc il y a une destruction. Le lycée pro va bien aujourd'hui. Non, il va pas bien. Il va pas bien. Je vais vous dire des choses très clairement. Il faut que les profs soient, quand ils sont absents, il faut qu'ils soient remplacés. On a des classes bien souvent qui manquent de moyens. Un élève de lycée professionnel, il a 130 € par année de frais supplémentaires qu'un élève de lycée général. On a aujourd'hui. Je termine sur un exemple.
Allez, ce Il sera y le mot de la a, fin. sur la formation professionnelle, il y a l'enseignement professionnel que je défends et il y a la méthode de l'apprentissage. Et M. Macron veut aligner sur Ça l'apprentissage. marche très bien, l'apprentissage. Non. Alors voilà, le taux de réussite dans l'enseignement professionnel, c'est 3 élèves sur 4 qui obtiennent le bac. Dans l'apprentissage, c'est seulement 2 élèves sur 5. Le taux d'échec est plus important parce que les élèves décrochent plus dans l'apprentissage. Vous voyez, cette discussion, elle est intéressante. Quand je le dis au ministre, il reste silencieux. On me répond par des banalités, des esquives. L'apprentissage forme moins que l'enseignement professionnel. Et pourtant, M. Macron va détruire l'enseignement professionnel pour l'aligner sur l'apprentissage, c'est-à-dire le rallongement de la durée de stage, plutôt que nos élèves qui restent dans les établissements, qui font des stages aussi. Vous voyez, même cette manière-là d'aborder l'enseignement professionnel est une destruction. Et toute la profession, tous les syndicats sont contre, ce qui montre que ce qu'ils ont fait sur les retraites, ils veulent faire la même chose sur l'enseignement professionnel. On ne les laissera pas faire. Ce sera le mot de la fin. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Alexis Merci. Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, d'avoir été l'invité des 4V. Bonne journée. Merci à vous deux.